De Québec, après les morts, les blessés, les familles et les proches affectés, les nombreux orphelins, nous avons assisté à une charge en règle contre la nation québécoise que l'on a décrit congénitalement raciste, intolérante, violente, plus violente que ses voisins canadiens et américains. Bien sûr, nous avons l'âme en peine, solidairement avec nos concitoyens visés au premier chef. Cela dit, nous avons pu entendre de sourds questionnements depuis cet événement dramatique. Ainsi, comment les indépendantistes osent-ils se réclamer d'un nationalisme ouvert et tolérant, d'une société démocratique et socialement solidaire? Une nation bâtie sur la peur, utilisant le racisme pour se protéger contre tout ce qui n'est pas elle. Comment peut-elle prétendre qu'elle est inclusive et qu'elle a autant de droits à une place au soleil que les autres nations? S'il est une réalité cachée, un tabou qui nous affecte tous au Québec, ce sont les rapports de domination entre le Canada anglais et le Québec, rapports que nous vivions ici au Québec à l'Assemblée nationale. Il n'est pas sans conséquence que des gouvernements libéraux soient élus grâce à l'appui monolithique des non-francophones, et que depuis la démission de Lucien Bouchard en 2000, notre système de parti se soit transformé en un système à parti dominant, le Parti libéral. Nous, membres des IPSO, nous sommes l'un des rares lieux de contre-pouvoir au sein de la société québécoise. À ce titre, il nous a été impossible de laisser passer les 500 millions d'argent sale que le gouvernement fédéral a engagé pour fêter le 150e anniversaire de ce pays bancal, le Canada. Avec leurs modestes moyens, les IPSO entendent montrer qu'ils ont toujours un rôle à jouer pour défendre notre intégrité nationale et montrer l'existence de ces rapports de domination. Les IPSO le font en tenant cette première soirée débat, notre première contre-commémoration de la propagande fédérale, que l'on pourra consulter et revoir sur Internet. Nous ne sommes pas nés avec le Canada de 1867. Nos racines remontent à ce qui a fait notre différence dès nos débuts en Amérique. Ainsi que nous le verrons au cours de cette deuxième soirée débat, qui aura lieu le 4 avril prochain, l'acte d'Amérique du Nord britannique n'a fait que consacrer les rapports de pouvoir qui ont pétri notre existence tout au long de notre histoire. Avant de céder la place à Robert Comeau et à nos invités, on me permettra éventuellement de quitter en raison de douleurs qui se sont déclarées à la dernière minute. Pour le moment, de mon côté, donc ça va, je vais encore, mais ça pourrait repartir. Je m'attends à ce que ça reparte un peu plus tard dans la soirée. Alors, je cède maintenant la parole à l'animateur de cette première soirée débat, l'historien Robert Comeau. Ça me fait plaisir de nous retrouver parmi les IPSO. Je pense que c'est une très bonne idée d'avoir organisé justement un débat à l'occasion du 150e anniversaire de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, le British North America, qui prolongeait l'acte d'union de 1840. Ce Canada, on va le répéter, n'a pas commencé en 1867. Et pour nous, l'histoire commence beaucoup plus tôt, en 1608. Alors, je voudrais d'abord remercier Jean-René Plante, à l'extrême droite, là, ici, qui a organisé et lancé ce projet-là pour les IPSO. Alors, je vous présente rapidement nos invités et dans quel ordre. Et après les trois, il y aura des périodes de questions. Alors, en premier, c'est Jean-René Plante, qui est historien de la littérature, qui va parler de la cession, puisqu'on a été cédé par le traité de Paris. En deuxième, c'est à ma gauche, Josiane Lavallée, qui est historienne, qui va parler du parlementarisme de 1791 à 1837. Donc, et on sait que Josiane Lavallée est historienne, membre du comité de direction de la Société Saint-Jean-Baptiste, et impliquée dans l'organisation de plusieurs activités. Et en dernier lieu, Marc Chevrier, qui est prof en sciences politiques à l'UQAM, va parler va amener une réflexion sur la conquête. Il va dire la conquête en gros et en détail. Alors, vous pourrez aller à vos questions, lancer vos questions, donc après les exposer. Alors, chacun devrait parler à peu près 10-15 minutes. C'est ça? Peut-être que c'est peut-être pas autant pour lancer le débat. C'est plus. Ah, c'est plus que ça. Bon, alors on va préciser c'est quoi c'est.
20 minutes? Juste avoir une idée pour... Il faut pas que ça soit une heure. Bon, pas une heure non plus. D'accord. Si vous voulez que j'appelle ça, j'aimerais avoir une idée précise. On m'a dit 10, 15 et 20. Alors, maximum 20. D'accord. Alors, j'essaie de la parole immédiatement à Jean-René Plante. Oui, alors allons-y rapidement. En fait, c'est des questions qui me tracassent, auxquelles je vais essayer de répondre ce soir. Deux questions particulièrement. La première, c'est comment identifier le peuplement humain à qui est arrivée cette invasion, suivie d'une occupation et suivie d'une cession de territoire, qui se matérialise donc officiellement cette cession le 10 février 1763, quand le gouvernement français paraphe le traité de Paris de 1763. Bien sûr, parler de population cédée n'est pas tout à fait exact. C'est le territoire qui est essentiellement cédé, mais évidemment, la population qui nous vit est liée à ce territoire, et c'est à peu près impensable qu'en grande partie elle parte, ce qui n'arrivera pas effectivement. Alors, il y a que l'essentiel des gens sont donc un peu, je dirais directement, cédés en même temps que le territoire. Il y avait la possibilité d'échapper à ça. Le traité de Paris avait une clause qui donnait 18 mois aux gens pour partir, d'une part. Et il y avait la possibilité aussi de partir pas en abandonnant tout derrière soi, en vendant ce qu'on possédait. Mais là, il fallait se trouver un sujet britannique qui voulait faire l'acquisition de ce qu'on avait à vendre. Et vous comprenez très bien que c'était plutôt un marché pour acheteurs qu'un marché pour vendeurs. En fait, ça a concerné très peu de personnes. Alors, comment appeler les gens qui sont concernés donc, par cet événement, d'une part? L'autre question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de positif qu'on peut dire du 10 février 1763? C'est clair que dans l'imaginaire québécois, c'est resté une date de défaite et de perdant, cette session. Au 19e siècle, il y a eu des gens pour dire que peut-être finalement ça avait été un mal pour un bien, parce que ça nous aurait permis d'éviter, ça nous permettait d'éviter la Révolution française. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui se soit imposé dans la conscience québécoise. Ce qui s'est imposé dans la conscience québécoise, c'est ce qui reste dans le cerveau de générations de Québécois, les unes après les autres, dans l'esprit des jeunes Québécois, c'est que c'est un peuple perdant et c'est une des grandes journées de cette défaite et de cette perte de 10 février 1763. Je vais être obligé de faire un détour et évidemment, ça menace les 20 minutes que j'ai. Je pense que je vais faire au mieux. Là. Alors, ce détour, il passe par une île, la deuxième plus grande en Europe, très périphérique. Cette île va commencer à nous concerner. J'évite les références à l'Antiquité pour gagner du temps. Donc, il y a eu à un moment donné la chute de l'Empire romain d'Occident en 476. 3 siècles plus tard, ceux qui ont été en partie responsables de cette défaite de l'Empire romain sont en mesure de le remplacer. Il va y avoir des empires germaniques qui se créent. Charlemagne, c'est en 800, en tant que roi des Francs, qui devient empereur. Ensuite, ça va se déplacer, ce pouvoir-là, un peu vers l'est, chez les Saxons, par exemple, et la dynastie ottonienne. Alors, on est dans les années 700 et 800, quand je me retrouve sur mon île, une île qui, semble-t-il, n'a jamais vu d'être humain avant la fin du 8e siècle, avant la fin des années 700. Alors, il y arrive des moines qui viennent d'Irlande. Ils veulent la paix, ils veulent mener une vie d'ermite. Alors, ils ont trouvé, semble-t-il, une île idéale. Vous avez compris que cette île, la deuxième plus grande d'Europe, c'est l'Islande. Alors, ils s'établissent sur l'Islande, mais 3/4 de siècle plus tard, ils vont être chassés par l'arrivée d'un vrai peuplement plus dense qui vient de Norvège. Ce sont des chefs de clan norvégiens qui ont décidé de s'installer sur des pourtours de l'Islande. Ils amènent avec eux leur famille, leurs femmes, souvent des femmes celtes qu'ils ont trouvées en Écosse et en Irlande. Ils amènent avec eux leurs esclaves, car ils ont des esclaves à ce moment-là de leur histoire, et leur bétail, et ils développent des fermes d'élevage.
Ils vont parfois quitter leur métier de fermier, leur métier de base, pour aller faire du commerce et parfois du pillage sur le continent. Une petite aventure, une parenthèse dans leur vie, et généralement ils reviennent pour se réinstaller sur leur île et continuer leur vie là. En 930, alors ils sont arrivés vers 870, les premiers, donc surtout des Norvégiens. En 930, ils décident de mettre sur pied un parlement. Le premier parlement du monde, semble-t-il, le plus ancien, même si au 19e siècle, il va être interrompu pendant 43 ans. Ce parlement, il l'appelle l'Althing, et il commence en plein air. Et donc, ils ont une sorte de démocratie, et ce sera sans doute un facteur qui vont devenir une des plus anciennes nations d'Europe. C'est à la poursuite de la notion de nation et de la réalité de la nation que j'ai engagé en quelque sorte ce développement-là. Alors, dans les années qui suivent, vers l'an 1000, par exemple, le roi de Norvège, le nouveau roi une chose que je voulais mentionner, c'est qu'ils ont quitté la Norvège dans les années 870, en grande partie parce qu'en Norvège, un premier roi est en train de s'installer. Et les deux événements sont liés. Ils ne veulent pas subir ce que les Grecs appelaient la dictature de Tyrannos. Alors, ils sont partis pour l'aventure en Islande pour cette raison-là. Vers l'an 1000, ils sont quand même en relation avec les nouveaux rois de Norvège. Le roi de Norvège vient de se convertir au christianisme. Alors, il leur suggère fortement, c'est une pression décidée, il leur suggère fortement d'adopter le christianisme. L'Althing va accepter que le pays passe au christianisme, en étant assez modéré dans la façon dont on adopte le christianisme. La religion ancienne que pratiquent ces gens-là en privé, on va laisser la possibilité à ceux qui sont encore intéressés à la pratiquer en privé de faire leurs affaires. Alors, ça commence de façon modérée, mais le pays se convertit au christianisme. Ça va avoir des conséquences, notamment, ça va les mettre en contact plus fermement avec les centres culturels du continent. Et par exemple, ils vont avoir assez rapidement un des leurs qui va être leur savant de Paris. C'est pas encore la Sorbonne à Paris, c'est avant la Sorbonne, mais c'est quand même le lieu de savoir. Alors, le monsieur qui sait tout, qui est allé faire des études à Paris et qui va aider notamment à l'adoption par l'Althing de deux décisions: utiliser l'alphabet latin pour écrire la langue nationale, qui est le vieux norrois. Les Islandais n'écriront, pour ainsi dire, jamais en latin. Ils vont tout de suite passer, c'est exceptionnel, à une langue qui est donc plus proche d'eux, qui est leur langue parlée. Ils vont écrire, donc, le vieux norrois. Ça va avoir des conséquences, sans doute, sur leur développement culturel assez rapidement. Alors, après cette période-là, je voudrais vous signaler que parmi les choses que l'Althing va faire, elle va abolir l'esclavage. Assez rapidement, en 1100, l'esclavage est aboli en Islande. Et donc, vous avez là une sorte de démocratie. C'est sûr que ça ne ressemble pas particulièrement aux démocraties contemporaines. Ils se ressemblent parfois pas entre elles non plus. Les démocraties sont toutes un peu uniques. Il y a une démocratie là. Vers 1150, sur le continent, il y a un grand développement culturel, notamment en France, en Allemagne, en Angleterre, notamment littéraire. C'est l'époque où apparaissent les romans de chevalerie et l'amour courtois dans les relations hommes-femmes. Des ingrédients dont on peut penser assez raisonnablement qu'ils ne reflètent pas tellement la réalité de la vie sociale. Ils reflètent surtout une vision idéologique de la classe dominante, la classe des chevaliers. Et donc, ça arrive en Islande, mais ils ont eu aussi le vieux fond culturel occidental qui leur est parvenu, notamment l'historiographie antique, grecque et latine. Elle va avoir une assez grande importance en Islande. L'Althing aussi, donc, décide, et le savant dont je vous parlais tout à l'heure a joué un rôle là-dedans, décide l'alphabétisation de la population. C'est très particulier. Alors, il va se passer, en Islande, il va se créer une société à la fois démocratique, d'une façon acceptable. On peut trouver que c'est une forme réelle de démocratie, et même sérieusement réelle.
et d'une part aussi un développement culturel assez intense. En 1175, à peu près 25 ans après l'arrivée du grand boom culturel du continent, ils vont se mettre, eux, à produire beaucoup. Et ce sur quoi je vais insister, c'est un genre d'écrit qu'ils vont produire, qui est inspiré en partie par l'historiographie antique, c'est les sagas. Et les sagas, ils vont en faire de toutes sortes. Il y en a qui vont imiter un peu le matériel qui vient d'Europe continentale. Mais les sagas les plus intéressantes sont celles qu'on appelle sagas des Islandais et qui racontent essentiellement la vie d'Islandais qui ont réellement vécu dans les années 900 au 10e siècle. Je vous rappelle que c'est dans ce siècle-là que les Islandais dissidents découvrent l'Amérique. Les sagas vont surtout, il y a une saga sur Éric le Rouge et sur la découverte du Groenland et de l'Amérique, mais les sagas les plus intéressantes vont porter sur la vie en Islande au 10e siècle, donc dévoilant un peu l'an 1000. En l'an 1000, où avait été adopté, comme vous vous rappelez, le christianisme. Les sagas ne sont pas particulièrement marqués par le christianisme, bien que le milieu qui les écrit, c'est le milieu évidemment religieux, parce que c'est lui qui a le savoir, et c'est le milieu de gens qui peuvent être des laïcs, mais qui ont été instruits par l'Église. Alors, ce qui est remarquable dans ces sagas-là, les sagas des Islandais, c'est que c'est la littérature la plus puissante qui s'est écrite sur Terre à l'époque, entre 1175, disons, et un siècle après, jusqu'à vers 1300. Je la définirais comme une forme de réalisme cruel qui ne s'est jamais véritablement fait, sinon peut-être dans la tragédie grecque antique, la tragédie latine, plus littéraire et qui a été moins joué sur scène qu'il l'a évité. Alors, et notamment, je vais vous dire quelques mots de la plus grande de ces sagas-là. C'est la plus longue, c'est la plus réussie, mais il y a plusieurs de ces sagas qui sont des chefs-d'œuvre. C'est la saga de Niall de Brûlé. Et pour vous montrer un peu la question du réalisme cruel, je vais vous évoquer les deux personnages principaux. Gunnar est un guerrier. En ce sens-là, il pourrait ressembler à ce qu'il y a sur le continent. Lancelot, les héros qu'on voit dans les romans de chevalerie de l'époque. Mais dans les romans de chevalerie, c'est assez artificiel. C'est pas pour rien que c'est devenu une littérature d'adolescence du temps. Ce n'est pas une littérature très vraisemblable par rapport à la réalité de cette société, c'est clair. Mais ce n'est pas le cas des sagas islandaises, qui sont très dures. Ce qui est intéressant, par exemple, dans Gunnar, qui est une sorte de héros national en Islande, c'est notamment le fait que c'est un guerrier réticent. Et notamment quand il est dans des conflits. Je vous rappelle que ça fait 20 minutes, et je ne sais pas, est-ce qu'on est entré dans le sujet ou... Oui, j'aimerais ça si vous aviez peut-être accéléré la... Je peux essayer d'accélérer, mais là, j'efface. Ok, j'accélère. Tout simplement nous expliquer, en fait, je suis un peu, nous expliquer c'est quoi le j'essaie centre de définir les conditions d'existence d'une nation. L'Islande a donné une des premières nations, notamment, je crois, à cause de l'altitude et à cause de ce qui s'est passé culturellement en Islande. Et ça renvoie, je dirais, aux conditions suivantes. Il faut, pour qu'une nation se développe de façon suffisante et qu'elle donne le meilleur d'elle-même, il faut, me semble-t-il, qu'il y ait un niveau de sécurité et un niveau de liberté suffisant. C'est ce que l'Islande a connu pendant quelques siècles. Alors, je vais accélérer véritablement. L'Islande est tombée en déclin à partir d'un certain moment. Vers les années 1300, elle est tombée sous la domination du Danemark. Et là, pendant 500 ans, c'est ce que les Islandais ont appelé leur longue nuit. Une nation qui est dominée par une autre, et c'est le cas de la nation islandaise qui est dominée par la nation danoise et par le gouvernement danois monarchique de l'époque. Cette nation-là est presque disparue. Si elle a survécu, je suggère que c'est peut-être parce qu'il y a eu quelque part Gunnar et Niall, le sage qui donne son nom à la saga dont il était en train de parler. Niall, qui est un peu une sorte de, je dirais, ici on pourrait prendre l'exemple de René Lévesque, de Churchill en Angleterre, de Gaulle en France. C'est un sage dans un pays qui n'a pas d'exécutif, je voudrais le mentionner, qui n'a pas de gouvernement,
et où la démocratie doit être appliquée par la population, ce qui n'est pas simple. Et c'est pour ça que l'islam, d'ailleurs, va finir par éclater sous la forme des, je dirais, des contradictions entre les clans. Il y a des clans qui aspirent à trop de pouvoir, et c'est comme ça que l'islam se perd un peu. Et je voulais donner quelques autres exemples, mais je pense que je ne pourrais pas les donner, des exemples de phénomènes littéraires qui signalent l'existence de la nation dans les pays. Comme par exemple le fait que certaines figures créées par des auteurs dans certains pays vont devenir des figures nationales. Faust en Allemagne, l'homme qui est prêt à vendre son âme pour avoir pris sur la réalité. En Espagne, il y a l'homme qui incarne l'idéaliste et sa contradiction avec le réel, c'est Don Quichotte. En Angleterre, on a Hamlet, le malcontent universel, celui qui est mécontent de sa mère, de la sexualité de sa mère, qui est mécontent aussi de sa fiancée, qui le rend littéralement folle, qui est mécontent de son beau-père, qui est en plus son oncle et son roi. Alors, pour qu'existe je dirais, une sorte de production dans certains endroits du monde, il faut, je crois, que naissent des nations. Et elles naissent dans cette sorte de dialogue minimal qui doit exister chez elles. Alors, je vais passer donc à la question québécoise et sauter par-dessus cette présentation-là pour des raisons de temps. Alors, nous sommes au traité de Paris, le 10 février 1763. Alors, cette population à qui cela arrive, il y a eu parfois des tentations dans le nationalisme québécois de dire qu'elle est déjà là comme sous forme de nation québécoise dès le régime français, ce qui me semble être impossible à défendre, notamment parce que cette population n'est pas entrée en conflit d'aucune façon avec le gouvernement français, qu'au moment de la conquête, par exemple, la population locale se bat aux côtés de l'armée régulière française pour essayer d'empêcher la victoire anglaise. Alors je pense que ce qui existe, le 9 février 1763, ce qui existe ici, c'est une portion de la nation française. Mais le fait qu'existe des gens qui mènent une vie nationale, même si évidemment le Québec de l'époque n'est pas le centre de la vie culturelle et de la vie sociétale française, mais peut-être que c'est pas pire que ce qui arrive en Ardèche à la même période. Évidemment, c'est illégal la façon dont se développe une nation. Et au plan linguistique, je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il n'y a pas une grande unité linguistique en France à la même période. Ce que je pense qui existe, le 9 février 1763, c'est donc une partie de la France en Amérique. Le gouvernement français, le lendemain, va paraffer le traité de Paris. Donc, cette population ne peut plus être française. Est-ce qu'elle peut être britannique? Est-ce que vous pouvez instantanément devenir ceux qui vous ont agressé? C'est clair que c'est impossible. Je dirais autre chose aussi. Le fait que cette population avait déjà une sorte de vie nationale au sein de la France, ça veut dire un certain nombre de choses dont je n'ai pas pu parler. Et notamment, j'ai évoqué les figures nationales de personnages, et on se demande s'il en existe une dans le monde francophone, parce que Hamlet, pour le monde anglais, peut-être qu'on peut être d'accord pour reconnaître que c'est une figure nationale. C'est plus clair pour Faust et pour Don Quichotte. Mais je pense qu'il y a une figure nationale française qui s'est faite au fil du temps et qu'elle concerne aussi cette population francophone en 1763, parce qu'une partie des avatars de cette figure, parce que c'est la caractéristique de la forme dans le monde francophone, c'est que ça a pris la forme d'avatar. C'est ce que j'appellerais le personnage du Jonathan, ou si vous voulez, dans des mots plus distingués, le personnage du rebelle, du dissident rebelle. Alors, c'est un personnage qui a habité la littérature française dès Renard, un personnage d'animal au tout début de la littérature française, et qui a montré une contradiction avec la figure du chevalier. Renard était manifestement une figure qui appartenait plutôt au monde de la roture, qui était une figure pensée par le monde de la roture. C'est un chevalier qui trahit tout le code de la chevalerie. Au lieu, par exemple, de se mettre au service d'une dame, la dame poule, il la bouffe. Renard ne respecte pas
son lien de vassalité à l'endroit de son roi, le lion. Il le ridiculise tant qu'il le peut. Alors, cette figure du rebelle est une figure qui a traversé la culture française. On va le revoir, donc, j'accélère, on va le revoir dans le personnage du poète François Villon, dans la figure de lui-même qu'il enseigne dans son œuvre. On va le trouver dans Panurge de Rabelais, on va le trouver dans Le Lever de Rameau de Diderot, on va le retrouver encore, cette figure-là, dans le personnage de Vautrin, dans la comédie humaine de Balzac, et peut-être sa dernière grande incarnation dans la culture française, c'est Dardenne. Et une partie de ces figures-là existe déjà au moment de la conquête. Et ça, je mets peut-être trop d'accent pour l'instant sur la question littéraire, mais ce que je veux dire, c'est qu'une culture et une société, une nation, se construit dans des échanges, dans des dialogues de la population, et ces dialogues se font sur cet héritage, qui est parfois un héritage très relevé, mais qui est parfois, c'est aussi les chansons, c'est les plaisanteries, c'est l'humour, et c'est peut-être pour ça que, contrairement à ce que les Britanniques pensaient, on n'a pas été si facilement similaires au lendemain de la conquête. Alors, je reviens à ma période de la conquête. Je vous avais dit que je suis en train de vous dire, et j'ai répondu, je crois, c'est ma réponse à la première question, nous sommes le 9 février 1763, une partie de la nation française. On ne cesse pas d'avoir une vie nationale parce qu'un traité a été signé à Paris. Alors, c'est le ferment peut-être de notre survie. Nous avons une vie nationale, mais nous ne sommes plus des Français. Alors, que sommes-nous? Alors, ce qui est très original, me semble-t-il, pour le cas québécois, c'est que nous sommes une des rares nations sur Terre qui avons une date de naissance précise. Nous sommes nés le 10 février 1763. Et il faut que nous soyons nés le 10 février 1763. Sinon, il y a un vide, là, je dirais, rationnel qui est indépassable. Nous sommes nés à cette date-là. Alors, est-ce une date qui peut être aussi une date heureuse? Peut-être que le fait de naître, il y a un bonheur dans le fait de naître, et que donc quelque chose peut-être qu'on pourrait fêter au Québec le 10 février, malgré que ce soit la date au fond de la conquête légalement confirmée. Il y a peut-être quelque chose de ce genre-là. Il y a autre chose aussi que je voudrais souligner. C'est que si vous y pensez quelques instants, si nous sommes nés le 10 février 1763, si vous acceptez ma date de naissance nationale, celle que je propose, il y a une autre conséquence aussi. Ça veut dire que nous sommes en Amérique la nation aînée, la nation la plus ancienne. Les Américains ne sont pas encore nés à cette époque-là. Les Haïtiens naîtront quelques décennies après nous. Les peuples latino-américains ou le Brésil n'est pas encore né comme nation à cette époque-là. Nous sommes la plus vieille nation d'Amérique qui a un État. Parce qu'il y a des nations plus anciennes que, bien sûr, des nations amérindiennes, des Premières Nations sont plus anciennes que la nation québécoise. Mais nous, les circonstances de l'histoire au 19e siècle vont faire qu'on va recevoir comme prix de consolation en 1867 la province de Québec, qu'on peut plus ou moins contrôler, qu'on peut à peu près contrôler, et on va recevoir une assemblée délibérante que nous avions perdue en 1841, ou en 1838-40, dans les circonstances de ce qui suit, ce qu'on a appelé la rébellion. Alors, on reçoit une nouvelle assemblée délibérante, où on peut être majoritaire. Nous avons donc cette assemblée délibérante qui est bien sûr un demi-État ou un quart d'État, un État extrêmement frustrant et insatisfaisant, ça va de soi, mais c'est quand même ce monument d'État, une sorte d'État. Donc, je finis avec ça, je rappelle, de toutes les nations en Amérique qui ont entre les mains ou un vrai État, ou un monument d'État, avec peut-être l'espérance de le transformer en plus que ça, nous sommes la plus ancienne, nous sommes la nation aînée. Je crois que c'est une responsabilité, ça. À l'endroit des autres nations d'Amérique, mais c'est aussi une position de dialogue avec elles, que j'aimerais bien peut-être qu'on adopte, parce que, me semble-t-il, c'est difficile à nier que ce soit ça notre situation objective. Donc, il y a quelque chose à fêter dans le 10 février. C'est ça qui était un peu la surprise.